Merci beaucoup, Agathe. Du coup, moi, je vais peut-être juste me présenter rapidement euh, et, et faire l'introduction un petit peu de ce webinaire. Du coup, moi, je m'appelle Juliette Vigato. Je travaille chez FEV en tant que chargée des relations avec les porteurs et porteuses de projets et de l'identification des projets qu'on accompagne, puisque FEV est une structure qui aide à l'installation de porteurs de projets en agroécologie, notamment en aidant au financement du foncier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on fait, mais pour le dire en quelques mots, en fait, ce qu'on propose, c'est grâce à l'épargne citoyenne, c'est-à-dire l'argent qu'on collecte auprès d'investisseurs citoyens, dont certains d'entre vous font sans doute partie au vu des présentations. On va pouvoir acquérir des fermes pour des porteurs de projets qui souhaitent s'installer en agroécologie et leur mettre en location avec option d'achat afin de différer la pression que peut représenter l'acquisition du foncier et permettre le démarrage du projet en location, tout en gardant la possibilité de devenir propriétaire derrière. Si on a organisé ce webinaire-là sur la place de l'élevage en agroécologie, c'est que justement, bon, déjà dans le cadre de notre activité, on soutient, euh, on soutient des éleveurs et des éleveuses et on installe des fermes où il y a de l'élevage agroécologique, justement. Et en parallèle de ça, on discute régulièrement de ces thématiques avec des investisseurs, soit de notre foncière qui ont déjà investi ou des investisseurs potentiels. Et on a bien conscience globalement dans cet écosystème-là que c'est une thématique qui génère souvent des questions sur la nécessité ou non de l'élevage, les impacts que ça peut avoir sur la société, sur l'environnement, etc. Et donc, du coup, on a voulu pouvoir adresser cette thématique en ayant un peu un double regard avec deux intervenants différents qui ont des approches à nous apporter sur ce sujet-là et de les mettre en dialogue dans le cadre de ce webinaire. Juste pour les éléments un peu pratico-pratiques, là, on va être à peu près pendant 1 heure ensemble, enfin jusqu'à 13h30, c'est le créneau qui a été alloué. On va essayer de tenir ce timing et on va essayer aussi de faire en sorte qu'il puisse y avoir à la fois une discussion entre nos intervenants, du coup Maxime et Jean-Baptiste, et ensuite ou en même temps, selon comment la dynamique du webinaire se fait, une discussion avec les personnes présentes dans le public et un moment de questions-réponses dédié en fin de webinaire. Voilà. Merci encore à tous ceux qui se sont présentés dans le chat. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en dernier. Ce que je propose du coup, c'est de commencer par un petit tour de table des intervenants du jour. Du coup, Maxime et Jean-Baptiste, je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. Peut-être que Maxime, tu peux commencer par te présenter Solagro et le rôle que tu tiens au sein de cette structure. Ouais. Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis bien Maxime Moncan, chargé de projet au sein de l'association Solagro, association ou entreprise associative qui existe à peu près depuis 40 ans aujourd'hui, et qui contribue aux réflexions, pour la mise en œuvre des transitions agricoles, alimentaires, environnementales et énergétiques aussi. Voilà, on est à peu près une équipe de 40 personnes aujourd'hui, réparties sur 2 sites entre Toulouse et Lyon. Et on travaille autour de 7 grandes activités, donc agroécologie, biodiversité, climat, agriculture, énergie, bioressources, bioéconomie, ingénierie, méthanisation et stratégie territoriale, autour des métiers, donc effectivement de recherche et développement. On diffuse aussi beaucoup nos travaux et ils ont le mérite effectivement d'être dans une approche globale et systémique. Et ça a permis à l'association de travailler sur le scénario prospectif qui s'appelle After 2050, donc un scénario de transition agricole. Et donc, mon rôle au sein de l'association, alors je coordonne une plateforme qui s'appelle Osae, pour Oser l'agroécologie, qui est une plateforme en fait de diffusion de savoir et savoir-faire autour des pratiques agroécologiques. Donc, aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de témoignages, tout système de production confondu, donc en conventionnel ou en AB, ou voire d'autres modes de production. Et je travaille également autour des questions de diagnostic énergie gaz à effet de serre. On en a un peu plus loin avec le stockage de carbone et bien sûr avec ce fameux fil rouge du changement climatique. Donc, je participe aussi également à la prospection en modélisant des transitions, je dirais, territoriales sur les questions agricoles qui sont en lien avec le scénario After 2050.
Ok, super. Tout un tas d'activités qui vont sans doute beaucoup nous informer dans ce webinaire. Jean-Baptiste, tu peux aussi te présenter? Bonjour Baptiste, bon, je suis installé depuis un peu plus d'un an maintenant avec Lucas Humbert sur une exploitation agricole, une ferme dans la Creuse, où on a repris une exploitation agricole, où on a une grosse partie production de céréales pour l'alimentation humaine, et puis on a un tiers de l'activité qui est dédié à l'élevage de bovins viande, donc de limousine. On est en bio et on a ces questions-là qui nous portent, puisqu'on on a pris la décision, quand on décide de produire, enfin, en tout cas, notre objectif, c'est de produire des céréales pour l'alimentation humaine. On n'en donne pas aux vaches ou dans certaines conditions, donc ce sujet nous porte dans notre fonctionnement et dans nos choix de décision. Ok, super. Merci pour cette présentation. Euh, Avant de démarrer, je voulais tester un truc, je l'ai jamais fait, donc j'espère que techniquement ça va marcher. Mais c'est juste de faire un petit sondage de deux, trois questions avant de démarrer pour prendre la température du public justement sur la question de la place de l'élevage en agroécologie. Si Agathe, tu peux mettre ça en place, c'est vraiment des questions euh, assez simples sur votre avis, votre positionnement, enfin voilà, si jamais sur ce qui part d'un truc un petit peu clivant quand même, hein, l'idée c'est de pouvoir voir s'il y a des positions ou pas fermes sur ces questions-là. Et pour qu'on puisse voir aussi quelles sont les thématiques qui potentiellement vous intéressent le plus et qu'on puisse utiliser un peu ces réponses pour orienter peut-être les questions qu'on aura lors du webinaire. Donc, n'hésitez pas à répondre. Je ne sais pas du tout comment ça marche et comment les résultats s'affichent. C'est peut-être toi, Agathe, qui va les avoir. Tu pourras nous les mettre dans le chat si tu les as. Et en parallèle, en fait, si vous voulez directement, au-delà de ces questions-là, vous exprimer dans le chat pour poser vos questions, faire des remarques sur ce qui sera dit et tout ça, n'hésitez pas tout du long. Si ça se prête à la discussion, moi, je les intégrerai directement dans les questions à poser ou Maxime et Jean-Baptiste pourront s'en saisir directement. Et sinon, on les gardera pour le moment de questions-réponses de la fin. Euh, on voulait un petit peu démarrer par une vision plutôt large, enfin, c'est-à-dire de partir d'un point de vue un peu global. Donc, Maxime, c'est pour ça que je voulais commencer par toi. Est-ce que tu pourrais nous introduire, du coup, d'un point de vue un peu macro, nous parler des impacts négatifs de l'élevage dont on entend souvent parler et voilà, nous informer un petit peu là-dessus comme première approche. Ouais. Bah, effectivement, hein, comme tout aspect négatif, il y a aussi des aspects positifs. Bien sûr. Mais on a 5 grands points autour de l'élevage, donc ça ne sera pas exhaustif, hein, mais les 5 grandes thématiques, en tout cas, qui concernent ces impacts, sont effectivement la consommation de ressources et de surface. Il faut savoir que la ferme France, en tant que telle, est une ferme d'élevage. Voilà, on a beaucoup d'animaux et que la France, en fait, au travers de l'élevage, ça représente à peu près 70% de la surface agricole utile, voilà, qui est destinée à l'alimentation animale. Voilà, donc c'est à peu près 18 millions d'hectares sur à peu près les 28 millions ou 30 millions d'hectares qu'on a en France. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, c'est effectivement la dépendance protéique, hein, on reste autour de l'alimentation animale. Voilà, on a une alimentation fourragère et protéique aussi. Et là, le meilleur exemple, c'est bien celui des importations de soja, par exemple. Donc voilà, où on a pu être très très dépendant pendant un certain temps. Voilà, avec toutes les problématiques qu'on connaît au Brésil, du coup, avec la présence d'OGM, la déforestation qui est associée. Bien sûr, les gaz à effet de serre, voilà, donc on parle beaucoup, beaucoup du méthane, mais qui est incompressible à l'animal, en tout cas pour les ruminants, et sans oublier, bien sûr, le protoxyde d'azote, qui lui va être beaucoup plus lié aux déjections animales. Donc, on parle très peu souvent de ce gaz, alors qui n'est pas un gaz à effet de serre à proprement parler, mais qui est l'ammoniac aussi, et qui pose problème aussi dans certains élevages, et notamment en bâtiment et autres. Voilà, c'est quand même 90% de cet ammoniac émis, hein, c'est par l'élevage. Et il participe effectivement à une dégradation de la qualité de l'air, puisque cet ammoniac peut se combiner pour devenir ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles.
Il y a aussi toute la question de la gestion de la santé animale, donc voilà, antibiotiques, antiparasitaires et autres, donc voilà, qui a un lien très fort avec la qualité de l'eau aussi. Mais bon, là, on a eu un plan national, le plan antibio, qui a plutôt bien fonctionné et qui a permis effectivement déjà de sensibiliser beaucoup les éleveurs, mais de réduire aussi les quantités et de plus être dans des formes de traitement systématiques. Et bien sûr, un des grands points que je pense que vous devez tous connaître est le lien entre élevage et territoire, avec la concentration des élevages sur les territoires qui pose effectivement pas mal de soucis en termes de pollution diffuse. Voilà, je pense que c'est un tableau, les 5 grands points. Il y en aurait peut-être d'autres, hein, si on rentre dans certains systèmes et autres, mais effectivement, c'est les 5 grands enjeux qui me semblent importants à relever ici. Et hop, ok, super, merci beaucoup. Je pense que ça fait un bon panorama. Je ne sais pas si Agathe, tu avais un peu les résultats, et s'il y a eu des réponses ou pas au sondage, si c'est des choses, enfin, lesquelles parmi ces enjeux-là ressortent le plus. En tant que plutôt, du coup, côté éleveur, Jean-Baptiste, toi, quand tu entends tous ces enjeux-là, comment vous vous y référez, vous, dans votre réflexion d'intégration de l'élevage dans votre projet? T'as- Tu dis justement que tu es sur un projet où la production de céréales est à destination de l'alimentation et c'est ça l'objectif principal. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la place que vous attribuez à l'élevage dans ce projet-là? Bien sûr, nous, du coup, effectivement, on fait le choix. Donc, on a 2 tiers de la surface qui est destinée à la production de céréales. Et on les sème dans nos objectifs de alimentation humaine. Donc, par exemple, on ne fait pas de triticale ou de métailles, ou de maïs en silage. Après, avec soit des. Donc, ça, c'est l'objectif. Et sur le reste de la surface, pourquoi c'est des animaux, on met des vaches? C'est parce que c'est des prairies en pente, rocailleuses, zones humides. Donc, c'est des endroits où on ne pourrait pas labourer ou à grands coups de drainage et de bulldozer. Donc, pour nous, c'est pas forcément cohérent. Donc, voilà un petit peu la répartition par rapport à la surface. Et après, par rapport à l'utilisation qu'on fait des céréales, nous, nos céréales, comme je disais, on les sème pour l'alimentation humaine parce qu'on estime que ça va être plus rémunérateur et plus cohérent en termes d'énergie alimentaire produite. Parce que par l'intermédiaire d'un animal, on va avoir certaines pertes. Si on donne un blé qu'on pourrait faire manger en farine, qu'on le donne à l'animal, bon, la transformation peut enfin, peut diminuer l'efficacité de notre système ferme. Et ensuite, par contre, on se retrouve des fois à devoir donner des céréales à des animaux, soit parce que ils sont pas la récolte est trop mauvaise qualité pour que ce soit utilisé pour l'alimentation humaine, soit parce qu'on a des problèmes de, de charançon ou de autre chose. Enfin, voilà. Et après, tous les déchets, les rebuts de tri. Voilà, quand on fait du triage, on a une partie avec laquelle on ne fait pas de farine ou de bière d'huile. Et donc, cette partie-là, ben, elle est utilisée aussi pour l'alimentation animale. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment un système où vous allez être en synergie totale, en synergie totale entre les deux. Euh, du coup, je pense que tout le monde a un petit peu vu les résultats. Je crois que ça s'est affiché pour tout le monde. Je sais pas trop. Les thématiques qui ressortent du coup le plus, c'est la question du bien-être animal et la question de l'impact carbone comme étant les choses ciblées comme euh, posant potentiellement le plus problème aux personnes. La question de l'alimentation aussi vient en troisième. Je pense que c'est du coup intéressant aussi de noter que globalement, dans les personnes qui sont avec nous, on a des personnes qui sont plutôt pour l'élevage quand il est conduit de manière agroécologique. Bon, tout est à définir. Qu'est-ce que ça peut signifier aussi conduite de manière agroécologique? Du coup, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de ça peut-être et qu'on parle par exemple de la différence entre les impacts de l'élevage intensif par rapport à l'élevage extensif. Euh, voilà, notamment bah, si l'impact carbone fait partie des sujets qui posent question à beaucoup de personnes. Enfin, moi et à d'autres, ça est arrivé d'entendre que d'un point de vue d'impact carbone, en fait, il serait plus intéressant peut-être de faire de l'intensif que de l'extensif en unité de production par hectare, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu ce débat maintenant? Je ne sais pas si Maxime, par exemple, tu pourrais nous apporter des éléments de réponse sur la différence justement qu'il y a entre les impacts de ces différents types d'élevage.
Oui, on pourrait effectivement prendre un grand temps déjà pour définir ce que sont les élevages Mmh. intensifs et extensifs, hein. On voit qu'il y a différentes. Alors, je reste convaincu que chaque ferme est singulière, donc voilà, elle fait appel à beaucoup d'éléments aussi psychosociaux, hein, entre les objectifs des agriculteurs, le contexte pédoclimatique, tout un tas de contraintes, hein, je dirais. Voilà, qui effectivement conditionnent aussi un peu le travail. Néanmoins, on peut distinguer ça. Voilà, peut-être dans la taille du troupeau, est-ce qu'on a intégré ou pas du pâturage, son degré d'autonomie alimentaire ou pas, justement pour l'élevage. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce on regarde beaucoup, c'est, je dirais, la performance des élevages, voilà, qu'ils soient extensifs ou intensifs, et je ramènerai ça aux métriques, en fait. C'est-à-dire que souvent, on ramène la production soit à la surface, soit à la quantité de lait ou de viande produite. Et c'est là où, en fait, on voit peut-être des biais, hein. Souvent, on entend qu'effectivement, il vaudrait mieux faire des élevages intensifs d'un point de vue carbone, parce qu'effectivement, ils sont plus performants qu'un autre. Mais là où on regarde pas assez, je pense, c'est quand même dans sa globalité. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder que ces métriques, ça serait de regarder quand même les quantités d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle globale, donc à l'échelle du système. Voilà. Et ce qu'on constate souvent, c'est que finalement, les élevages extensifs émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre d'un point de vue global. Par contre, effectivement, comme ils produisent moins, ramené à la quantité, je dirais, de gaz à effet de serre et la quantité produite, on a des élevages un peu moins performants que les élevages intensifs. Voilà. Mais je pense qu'il faut surtout pas s'arrêter à ces métriques-là et bien regarder effectivement le mode de production et comment effectivement l'élevage est conduit. Ouais, moi, j'aurais envie de rebondir sur les données de mesure. Moi, je pense que même dans notre réflexion sur la ferme, comment on s'y prend, c'est aussi qu'on regarde la calorie alimentaire produite par rapport aux calories énergétiques qui rentrent dans le système. Et c'est là que nous, on ne donne pas de céréales à nos animaux, en fait, parce que on estime, alors après, on est paysan, on ne fait pas d'études chiffrées et statistiques sur notre ferme. Et donc ça, ce serait à peaufiner sur les chiffres, mais je pense que c'est important aussi de se dire que les paysans, on est là pour nourrir la population, et que du coup, c'est ça qui est important de regarder dans ce qui sort du système. Mais pour ça, il faut mettre en balance ce qui rentre, parce que s'il rentre plus que ce qui sort, bah, on nourrit des gens, certes, mais avec quelle énergie derrière et puis avec quel impact derrière. Surtout quand l'énergie est de plus en plus issue de cultures. Hein, les gros carburants, les cultures, comme c'est l'énergie, donc on se retrouve avec des chaînes qui s'allongent et quelles sont les rentabilités énergétiques de toutes ces transformations, que ce soit la partie des troupeaux ou la partie des cultures. Mmh. C'est effectivement une métrique qui est intéressante. Je sais pas si Maxime, tu veux réagir directement à ça ou pas? Non, 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 c'est très OK. pertinent, hein, effectivement, hein. Je pense que c'est des points qu'il faut absolument regarder, mais je resterai convaincu, voilà, c'est de le regarder à l'échelle globale, quoi, et systémique. Mmh. Il y a une question, je pense que c'est un peu sur notre sujet, de quels sont les types, enfin, les impacts par rapport aux différents types d'élevage. Une question de Fabrice qui demande, est-ce que selon vous, les points négatifs, donnés sur l'élevage sont résolus par un élevage en agriculture certifiée bio? Heu, Alors sur les points que j'ai évoqués, pas forcément en fait, hein, on peut en termes de gaz à effet de serre, non, comme je disais, le CH4 c'est incompressible à l'animal, donc qu'il soit bio ou pas bio, ça émettra la même quantité de CH4. Voilà, en fonction des races et autres, hein, il y a quelques variantes, hein, mais voilà, ça c'est sûr que non. Par contre, voilà, c'est peut-être au niveau de certaines pollutions et de conduite de la ferme dans le global, où l'AB, bien sûr, vous le savez, il n'y a pas de produits phyto, on a voilà, pas d'engrais minéral, enfin ouais, d'engrais minéral non plus. Donc on a une autre façon de produire. Par contre, non. Alors on sait aussi qu'en AB, on a aussi la gestion, une gestion un peu plus intégrée de la santé des animaux. Voilà, mais néanmoins, non, c'est pas une histoire de bio conventionnel, on réglera le problème. De toute façon, si on veut atteindre le facteur 2 en agriculture, hein, puisque c'est aussi ça l'objectif de beaucoup de prospectives en agriculture autour de l'élevage, c'est de comment réduire les gaz à effet de serre de l'agriculture. Et effectivement, on voit bien que si on ne vient pas réduire une partie du méthane, ça sera très difficile d'atteindre le facteur 2. Donc c'est souvent, voilà, il y a beaucoup de confusions, je trouve, qui sont faites aujourd'hui en disant voilà, l'élevage, mais effectivement, c'est aussi pour répondre à des enjeux nationaux en termes de climat. Et je prendrai l'exemple, par exemple, de 2022, hein, qui a été une année assez difficile pour bon nombre d'agriculteurs, tout système de production confondu. Voilà. Et une des premières stratégies d'adaptation qu'on a pu voir, que ce soit en Asie centrale ou ailleurs, c'est effectivement d'adapter le chargement et donc le nombre d'animaux à la ressource
en fait, alimentaire qu'on a en face de sa ferme. Voilà, donc de fait, il y a eu une forme de réduction du cheptel cette année-là, parce qu'effectivement, voilà, bah, la quantité alimentaire ne suffisait pas non plus, quoi. Donc non, je ne suis pas sûr que ça soit, voilà, c'est pas à mettre en opposition conventionnelle ou AB. Je pense que voilà, c'est des modes de production qui sont différents, et ça dépendra effectivement après tant de l'agriculteur et de ses objectifs que du consommateur, de ce qu'il souhaite ingérer ou consommer. Euh, je voulais me permettre du coup de réagir à la question qui avait été posée juste avant dans le chat sur Ouais, l'apport des animaux en aliments nutritifs pour la fertilité des sols. Nous, ce qu'on se rend compte sur la ferme, c'est que finalement, c'est pas vraiment un apport des animaux sur nos cultures. Parce qu'effectivement, on est bien content d'avoir le fumier pour éviter d'acheter du fumier extérieur, parce qu'on ne peut pas acheter d'engrais minéral. Sauf qu'en fait, on nourrit enfin, ce fumier il est généré par d'animaux qui ont été nourris par des productions qui sont issues du même sol où on a exporté. C'est-à-dire que nous, enfin, alors ça va dépendre pareil des systèmes, mais nous, on est dans un système où on ne fait pas de foin sur des prairies permanentes parce que les vaches, ils pâturent. C'est là où elles sont pâturent. Donc, on nourrit les vaches avec des cultures, très principalement des cultures issues de champs où on cultive. Donc, on va en fait exporter de la matière de notre champ cultivé où on va mettre plus tard des céréales, le donner, enfin, l'enrubaner, faire du foin, le stocker, le donner à des vaches, sortir le fumier, passer les pendeurs et le ressortir. Et du coup, on a quand même globalement, et c'est quand même le cas de beaucoup de systèmes, c'est pas vraiment un apport extérieur, c'est un transfert et qui n'est pas toujours énergétiquement super intéressant, même dans notre système, on en est encore là-dedans. Et quand on a un transfert quand le fumier est généré par de l'alimentation qu'on achète en dehors de la ferme, notamment la protéine, eh ben, c'est un apport qui est pas non plus issu de l'élevage en lui-même, il est quand même issu de l'extérieur de la ferme. Donc il faut faire attention, l'animal ne crée pas d'éléments minéraux, il les transforme. Alors par contre, il y a des avantages pour la réparation de sols très dégradés, les herbivores notamment, avec leur fumier assez riche en micro-organismes du fait de leur rumen, vont permettre d'améliorer la vie d'un sol plus vite que si c'était juste du végétal tel quel. Mais bon, là, c'est pas si cloisonné que ça. Oui, et ça, je confirme parce que c'est vrai qu'il y a une forme de légende agricole que une vache produirait de l'azote en fait, mais effectivement, non, c'est une vache qui transforme de l'azote hein, issu d'une pâture ou autre ou d'une alimentation et qui peut être restituée. Et là où j'abonde totalement avec Jean-Baptiste, c'est vrai que, alors on peut le définir comme ça dans un système agroécologique, mais l'élevage en fait, ça reste un vecteur de flux en fait au sein du système. Voilà, avant tout. et est-ce que, bah, ça c'est peut-être une question de curiosité, mais est-ce que justement dans ces flux, enfin, quel est le taux de perte en fait qu'on a potentiellement dans cette recirculation par l'animal, si on connaît ce taux, et s'il y en a un? Ouais, c'est difficile à mesurer Ouais. parce que ça va dépendre beaucoup du système en fait. Et moi, j'ai travaillé du coup, à l'école d'ingé sur ce sujet-là, sur la concurrence alimentation animale et humaine. Et on a sorti des chiffres de l'IDEL et de l'IDEL. Et en fait, voilà, on peut prendre les systèmes qui nous arrangent pour répondre à la question en fonction de ce qu'on a envie d'y répondre, quoi. Euh, Ça- Ok. enfin, après, voilà, j'aimerais bien beaucoup faire ce calcul sur notre ferme, en tout cas, pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de finalement quelle est la perte qu'on a en faisant sortir cette matière de nos champs cultivés, passer par les vaches pour les remettre. Si on les laissait dans nos champs, si on les fauchait pour les laisser dans nos champs, je sais pas, d'autres manières de voir, peut-être, j'ai déjà observé, je suis déjà allé chercher sur le net d'autres manières de faire à laquelle je n'avais pas pensé. J'aimerais beaucoup qu'on fasse ces calculs sur notre système parce que ça me permettrait d'avoir plus de chiffres quand j'en parle, mais bon, tout ça, c'est que des questions pour moi pour l'instant, pas de réponse. C'est déjà bien qu'elle soit là, ces questions. C'est clair. Euh, Avant de passer peut-être à d'autres questions, il y avait quand même un truc qui revient aussi sur, puisqu'on parlait des différents types d'élevage et des impacts différenciés, on a Claire qui nous pose la question de la différence entre les différents types d'animaux, bovins, ovins, caprins, volailles, porcins plein air aussi qui a été ajouté. Est-ce que là-dessus, il y a une manière simple de répondre sur les impacts de ces de ces élevages-là pour différencier justement les inconvénients que ça peut avoir et à l'inverse les avantages. Peut-être que c'est un peu complexe, mais on peut essayer d'y répondre peut-être, je sais pas.
Ouais, ouais, il y a beaucoup de systèmes et Ouais. enfin, du coup, ça fait beaucoup de variantes possibles. Mais bon, on a toute la question des ruminants, de toute façon, voilà. Et ça, c'est clair, c'est le CH4 qui est mis en avant par rapport à ça. Et puis, pour d'autres systèmes, donc on a les systèmes avicoles, porcins ou autres, où eux sont plus consommateurs, je dirais, d'énergie, en fait, pour, voilà, des besoins de chauffage, des besoins donc voilà. Et là, ça va dépendre aussi. On aura des grandes différences entre un port plein air, par exemple, avec un port effectivement en bâtiment. Et on n'aura pas du tout les mêmes modes de production, en fait. Donc c'est sûr que c'est difficile de qualifier ça. Voilà, on a surtout, je pense, une grande palette en fait de modes de production. Voilà. Et ça, la réflexion après est peut-être plus globale, mais on en viendra peut-être à parler des aspects positifs aussi. Comme on l'a dit, c'est une ferme France. La ferme France est une ferme, une grande ferme d'élevage. Donc voilà, c'est aussi beaucoup d'emplois, on peut pas exclure, je pense, la partie économique et socio-économique en fait de ce que représente l'élevage aussi à l'échelle France en fait. Bah, je pense que c'est un peu la transition que j'avais envie de faire, donc tu peux la faire directement, quoi, d'aller vers la question au-delà de ces impacts potentiellement négatifs avec lesquels il faut optimiser sur les fermes, etc. À quoi finalement sert l'élevage d'autres? Quels sont les intérêts un peu écosystémiques que l'on a au niveau de la ferme France? Et après, on peut peut-être parler au niveau plutôt des fermes, au niveau plutôt micro avec Jean-Baptiste. Mais est-ce que pour commencer, bah, si tu veux ouvrir cette discussion-là sur justement les avantages et les effets positifs, vas-y Maxime, hein. Je pense que c'est Bah, le bon moment. ouais. Oui, oui, c'est sûr. Ben, je pense qu'on a évoqué déjà des points qui étaient importants, hein, c'est-à-dire de quand même avoir un regard sur ce qu'on obtient et ce qu'on a sorti ou endommagé, voilà, pour produire ce qu'on a voulu produire. Donc c'est déjà un premier point, hein, et c'est comment aussi on intègre le vivant, je dirais, dans son système et dans son environnement. Voilà, c'est travailler avec lui plutôt que contre, hein. Voilà, c'est toujours, je pense, essentiel de garder en tête que le respect du vivant est une composante majeure, je pense, de nos sociétés d'aujourd'hui. Voilà, et que c'est à travailler et à conforter. Mais voilà, et puis qu'il y a cette notion aussi, je dirais, de changement climatique, hein, voilà, où on a des contraintes, hein, et les agriculteurs, ça, Jean-Baptiste pourrait peut-être en parler, des contraintes assez fortes aujourd'hui, surtout qu'on manque beaucoup de prévisibilité par rapport à ça et surtout par rapport aux aléas climatiques. Mais voilà, un des points qui était vraiment essentiel, c'était déjà ce vecteur de flux, en fait, dans le système. Mais après, on a, bon, une des composantes majeures, c'est bien le maintien du paysage, hein, aussi, et une certaine préservation de la biodiversité au travers de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, donc j'irais de la prairie jusqu'à une haie ou à une lisière de bois ou autre, voilà, où on peut retrouver une grande diversité et une grande biodiversité au sein de ces systèmes. Ça, c'est déjà un premier point. Voilà. Donc entre guillemets, pas d'élevage, pas de prairie en fait, parce que du coup, voilà, ça, et c'est là où en fait il y a un équilibre à trouver, je pense. Voilà, des fermes généralement d'élevage utilisent moins d'intrants, moins de phyto, moins, donc sont moins, je dirais, euh, polluantes finalement. Des filières qui offrent, donc on vient de le dire, hein, de nombreux emplois et qui évitent une certaine déprise agricole aussi. Voilà, il faut penser aussi que d'ici peu, on aura beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, des vraies questions sur la reprise et autres. Donc voilà, des enjeux vraiment forts. Il y a quand même une valorisation de tout ce qui peut être coproduit, voilà, issu d'industrie ou autre. Donc voilà, même je vois qu'il y a une grande campagne aujourd'hui sur les couverts végétaux, une importance de couvrir les sols. Et effectivement, de plus en plus, il y a des synergies entre céréaliers et éleveurs pour ben, que les éleveurs puissent venir pâturer les couverts végétaux des céréaliers, par exemple. Voilà, donc une ressource supplémentaire et autres. Et bien sûr, des maintiens de savoir-faire. Et puis, voilà, des gages autour de la qualité et autres. On a beaucoup, beaucoup de signes officiels de qualité en élevage, hein, que ce soit sur la viande ou sur le lait ou les fromages et autres. Et c'est vrai que c'est un gage de qualité aussi, en termes de production. Donc voilà, de manière globale, voilà, c'est pas l'idée de supprimer l'élevage parce que voilà, l'élevage c'est émetteur de gaz à effet de serre ou ci ou ça, mais c'est de le raisonner, à faire ce qu'on arrive à répondre à ces grands enjeux, tout en voilà, imaginant diminuer aussi des gaz à effet de serre et de participer à la séquestration de carbone aussi. Et voilà, et de maintenir effectivement ces flux au sein des fermes, mais donc avec une meilleure répartition de l'élevage sur la France entière, quoi. Hmm. Ok, et du coup, enfin,
un monde dans lequel on se passerait totalement d'élevage, quels seraient les impacts en fait? Ce serait les impacts concrets qu'on verrait là-dessus, au-delà de ce que tu viens de dire sur les paysages, etc. Est-ce que par rapport, par exemple, à la production alimentaire végétale qu'on pourrait faire à la place en réutilisant les cultures, j'en sais rien, est-ce qu'on aurait une baisse par rapport à ça? Enfin, quels seraient les impacts en fait au niveau macro si on s'en passait? Ou est-ce que c'est juste tout simplement pas possible d'envisager un scénario comme ça? C'est délicat comme question, mais effectivement, enfin, je pense que déjà, euh, ça voudrait dire qu'on importerait tous nos produits, viande, lait, et autres. Déjà, c'est un gros point, ça. Donc, il y aurait une source économique quand même, voilà, qui impacterait énormément la France. Donc, je le Ouais. répète, hein, ferme France, ferme d'élevage. Voilà, donc, et puis non, je ne crois pas que ça soit. Voilà, c'est plutôt de le raisonner à une échelle vraiment nationale et territoriale aussi, hein, bien évidemment. Hein. C'est comme dans certains coins de France, sans élevage, ben, il y aurait une fermeture des milieux, il y aurait une déprise énorme, il y aurait plus grand-chose en fait si on enlevait l'élevage en fait. Et c'est surtout que c'est pas des terres cultivables ou autres et que voilà, il y aurait pas aussi nécessité de faire ça. On endommagerait aussi sûrement les sols et autres par rapport à certains aspects. Donc c'est une vraie question de fond, je pense. Mais non, moi en tout cas, à mon humble avis, je pense que l'élevage reste essentiel quand même au sein des systèmes, quoi. Et on entend aussi parfois la question de oui, alors du coup, l'élevage a tout un tas d'impacts positifs dont on pourrait pas se passer, mais certaines personnes aimeraient qu'on puisse envisager l'élevage, justement, plus comme un auxiliaire et sans forcément l'exploitation des animaux pour la production, par exemple, de viande, pour éviter l'abattage, j'en sais rien, ou simplement pour ne pas exploiter. Est-ce que ce serait envisageable des fermes sur lesquelles, justement, on ait des animaux présents qui permettent la fertilisation des sols, etc., sans forcément valoriser ce qu'ils produisent, en fait? Je sais pas, c'est une question un peu plus micro, donc peut-être je peux la poser à Jean-Baptiste sur l'exemple de sa ferme, mais est-ce que économiquement, ce serait possible d'envisager des modèles comme ça ou pas sur des fermes ou sur une ferme comme la tienne? Je sais pas si tu as un avis sur cette question. Ben, bien sûr. Moi, j'ai pas forcément la même vision sur l'élevage. Moi, je ne trouve pas si indispensable que ça au niveau macro. On pourrait dire pourquoi après, mais Mm. et du coup, bon, c'est un peu bizarre parlant, enfin, dit de la bouche d'un éleveur. Euh, Nous, sur la ferme, si on n'avait pas l'élevage, on a un tiers de la surface. Si on ne vendait pas pardon, les produits d'élevage, on aurait un tiers de la surface qui ne produirait plus rien. Mais plus rien en termes, certes, de calories alimentaires, mais aussi économiques. On ne peut pas aujourd'hui se passer, on est quatre à travailler sur la ferme, des associés de salariés, on ne peut pas se passer d'un tiers de la production de nourriture et d'argent. Aujourd'hui, le marché n'est pas fait pour qu'on ne valorise pas les animaux. Aujourd'hui, la PAC représente une grosse partie de notre rémunération et une grosse partie de la PAC que nous touchons aujourd'hui. Les données sont publiques, vous pouvez les trouver sur Internet. Nous, on a touché 130 000 euros l'année dernière. Eh bien, une très, très grosse partie, plus de la moitié, est issue du fait qu'on a de l'élevage. Donc, clairement, non, aujourd'hui, économiquement, on ne peut pas se passer de l'élevage en ferme. Elle ne serait plus rentable. Et du coup, nous, c'est pour ça, enfin, l'élevage, on l'a pour ça. On l'a aussi parce que pour nous, c'est une résilience. C'est aussi la résilience économique. C'est l'année dernière, les céréales en bio, ça a été une catastrophe. On arrive à peine aujourd'hui à en vendre un petit peu. Heureusement qu'on a eu l'élevage pour que notre première installation, on puisse la passer. Euh, et euh, Ça permet d'être résilient face aux évolutions de marché, aux évolutions du climat aussi. Parce que bah, quand les céréales, cette année, on a du mal à les semer, bah, les vaches, elles, l'herbe, elles poussent, vous inquiétez pas, on arrive très bien à faire de la vache. Et donc ça, c'est la résilience économique pour nous et macroéconomique pour tout le monde, mais c'est aussi la résilience alimentaire. C'est-à-dire que on va produire moins de céréales ou plus difficilement cette année, on va pouvoir quand même se nourrir, même si notre ferme ne nourrit pas la France entière, mais globalement. Donc c'est quand même des choses à prendre en compte et que nous, on a pris en compte dans notre choix d'être un système polyculture élevage. Ensuite, il y a des choses un peu. Bon, on a parlé de la matière organique tout à l'heure, de la valorisation des prairies. Et puis, sur l'entretien des espaces, il y a toujours, par exemple, nous, pour détruire des couverts, on aime bien mettre les animaux.
pour les espaces bandes enherbées, zones humides, tours de ferme, on aime bien mettre des animaux plutôt que de passer le broyeur. Après, moi, je suis pas, j'ai pas tant peur que ça de la déprise, dans le sens où moi, la forêt ne me dérange pas trop. Du coup, ça me dérangerait pas qu'il y ait moins de prairies, qu'en montagne, il y ait plus de forêts, etc. Pour moi, il n'y aurait pas plus rien. Voilà, donc Oui, ça, c'est c'est là que sûr. je suis, Non, non, mais j'ai pas forcément le même avis que Mais toi. parce que je parlais pas forcément de déprise dans ce sens-là, mais Oui. effectivement, moi, je suis assez d'accord aussi sur le fait que ben, demain, si de toute façon on enlevait l'élevage, il y aurait une partie de la prairie, soit elle passe en culture, soit effectivement ça devient de la forêt. Donc de toute façon, voilà. Et si ça devenait de la forêt, on accroîtrait le stock de carbone, ainsi de suite. Bon, il y aurait aussi des avantages à ça, en fait. Alors c'est sûr qu'on n'aurait pas, voilà, la gestion forestière, elle n'est pas la même que celle d'un élevage, hein, ou voilà, voilà, mais néanmoins, je reste convaincu que Jean-Baptiste nous parle de synergie en fait entre les différents ateliers de sa ferme, et je crois que c'est ça qui est important de noter, c'est que quand on intègre un élevage ou voilà, c'est de créer cette synergie et cette cohérence avec le système global en fait. Et ça, effectivement, une des bases de l'agroécologie, c'est la diversité, que ça soit une diversité variétale, une diversité d'ateliers, voilà. Et dans un contexte de changement climatique, c'est encore plus important, puisque, voilà, Jean-Baptiste l'a très bien dit, c'est qu'effectivement, si une année, je peux pas semer mes céréales ou autre, eh ben, je peux me retourner sur ma production de viande ou autre. Voilà, et ça, et on voit de plus en plus de fermes, effectivement, qui ont différents types d'ateliers et qui créent de la synergie entre tous ces ateliers. Donc, ils ont vraiment une approche systémique et globale, et c'est de ça dont il faut s'emparer aujourd'hui, je pense, dans un grand, grand nombre de fermes. Mm. Et après, moi, sur le dernier exemple, pour compléter la raison de, notre, de nous, la place de l'élevage dans notre ferme, c'est la force de travail. Ça va paraître un petit peu ancien, mais ça nous préoccupe parce qu'aujourd'hui, on est ultra dépendant des facteurs et de ce qu'on met dans le réservoir. Et notre système aujourd'hui ne peut pas passer en force de travail animal, que ce soit clair. On passe beaucoup trop de puissance et de temps à faire le travail en tracteur. Mais on pourrait imaginer certaines évolutions de système qui fassent qu'on travaille moins. Et là, l'animal a à nouveau une place parce que et il faut faire certains travaux qu'on ne pourrait ou voudrait plus faire en tracteur et à base de pétrole, mais que nous humains n'aurions pas forcément envie de faire non plus, quoi. Donc ça fait partie aussi nous, notamment sur la partie maraîchage, on va incessamment sous peu, enfin, on fait avec tracteur, mais avec des outils de traction animale pour pouvoir facilement transférer notre système maraîchage en traction animale. Et on va s'y retrouver, enfin, on verra si on s'y retrouve quand on le fera économiquement et énergétiquement. Pardon, Mm. c'est pas encore fait. Voilà. Bah, ça peut faire un petit peu avec la transition. Je vois qu'il nous reste à peu près 20 minutes d'échange. Je trouve ça bien qu'on prenne les questions du coup qu'il y a eu dans le chat. Et ce que tu as commencé à dire, Jean-Baptiste, résonne un peu avec une question qui a été posée par Xavier, qui était d'en savoir un petit peu plus sur ton installation, enfin votre installation à tous les deux, à la fois sur bon, toi, parcours, expérience et tout ça, mais aussi sur les réflexions en cours sur l'optimisation agroécologique que vous voulez mettre en place dans le système. Alors, tu as déjà mentionné des éléments. Peut-être voilà, parler un petit peu plus de ta ferme et de l'approche agroécologique que vous avez, au-delà de la question juste de l'élevage d'ailleurs, puisque vous êtes loin de faire que ça pourrait permettre aux personnes qui s'y intéressent de mieux comprendre ton travail et de quel point de départ tu nous parles en fait aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de parler d'un truc que je voulais parler sur l'agroforesterie. On parlait de production forestière sur des terrains où il n'y aurait plus d'élevage. Nous, on peut, aujourd'hui, sur notre ferme, dans les prés, planter des arbres, produire soit des fruits frais, soit des fruits à coque, qui sont très intéressants écologiquement parlant et nutritionnellement parlant, châtaignes, noisettes, etc., noix, et toujours avoir des animaux dessous. Donc, en fait, on peut maximiser une production alimentaire sur un même endroit, diversifier la production alimentaire sur un même endroit, et en fait, peut-être diminuer un peu d'élevage qui pourrait avoir peut-être un peu moins d'herbes de produits, mais il y aura aussi des fruits, quoi. Et donc, on arrive sur des trucs un peu biproduction, triproduction, et puis on parle, Maxime disait tout à l'heure, la diversité, et puis les synergies entre les choses. Et du coup, en fait, on se retrouve à pouvoir, les arbres ont peut-être un intérêt à avoir des animaux dessous pour entretenir l'herbe et pour cette accélération de l'amélioration de la fertilité des sols. Du coup, nous, sur la ferme, aujourd'hui, on a quand même énormément de haies déjà, mais c'est le but d'en remettre encore, de recouper les plus grandes parcelles. On a encore des parcelles qui font plus de 5 hectares.
Le but, c'est de les recouper parce que c'est un intérêt en termes de production d'énergie, parce qu'on utilise la plaquette pour sécher nos céréales, en termes de biodiversité, en termes de résilience climatique. Donc, on va planter de la haie, on va planter des arbres intraparcellaires aussi, notamment par rapport au climat. On est déjà sur un système avec beaucoup de couverts, mais on va euh, préciser les couverts parce que on fait un seul couvert, on fait quasiment que du trèfle incarnat parce que c'est ce qui coûte le moins cher en semence. Mais ce n'est pas forcément le plus intéressant et pas le plus adapté à chaque culture et à chaque rotation. Donc, on va diversifier ça. Et on est sur une diminution du travail du sol parce que j'ai vu une question sur la baisse de la fertilité dans les fermes bio sans animaux. Elle est aussi issue du travail du sol trop important avec du coup une perte de carbone. Maxime pourra peut-être plus rentrer dans les détails scientifiques là-dessus. Euh, Nous, on est sur une réduction de notre travail du sol pour plusieurs raisons, pour la consommation de gasoil et de machines dont je parlais tout à l'heure, et aussi parce que nos sols, on les agrade avec nos couverts notre fumier, mais on les dégrade en les travaillant beaucoup. On est encore sur un système, quand on a repris, il y avait des fois 2 labours par an. C'est énorme. Et ça, c'est pas que les bio. Hein, attention à ne pas aller Oui, parce que les conventionnels ne labourent oui, oui. pas. Il y a des conventionnels qui utilisent et glyphosate et qui labourent. Donc nous, on fait Mhm. plutôt sur dire le glyphosate, on peut pas, on ne veut pas. Par contre, on veut aussi diminuer le labour. Et il y a plein de gens qui s'y mettent en France en bio autour de l'agriculture de conservation. Et parce qu'en fait, on y gagnerait en termes de structure, de fertilité, de limiter l'érosion et du coup de productivité et de santé du sol. Parce que finalement, en travaillant autant, on impacte énormément la santé de notre sol et donc ça impacte notre capacité à cultiver sainement dessus et beaucoup dessus. Parce que c'est quand même, on a quand même un enjeu de produire de l'alimentation. On ne peut pas se permettre de juste faire 300 kilos hectares, quoi. Il faut nourrir des gens. Et ça passe pas forcément par les engrais minéraux, par la chimie, ça passe aussi par la santé des sols. Ouais, mais là j'abonde totalement. C'est sûr qu'on a laissé pendant pas mal de côté, pas mal de temps de côté le sol en fait, hein, beaucoup travaillé, beaucoup impacté en fait. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me permets de le dire, mais on voit beaucoup d'opposition justement. Moi je laboure pas, moi je fais bien, toi pas. Enfin bon, voilà. Alors que justement là aussi, il faudrait créer en fait des ponts hein, entre les différents modes de production et voilà pourquoi. Parce que aujourd'hui, on se cantonne souvent à regarder le taux de matière organique d'un sol. Et c'est effectivement peut-être un peu plus complexe que ça, où en fait, il faut quand même regarder enfin, l'ensemble des matières organiques d'un sol. Donc la biomasse microbienne, effectivement le taux de matière organique et son indice de minéralisation. Et en fonction déjà de ces indices et de, je dirais, d'autres certains éléments plus équilibrés dans le sol, on a un sol qui fonctionne bien en fait. Et il faut pas oublier que c'est le sol quand même qui, par ses micro-organismes et autres, dégrade les matières et les restitue à la plante en fait. Donc, et pas l'inverse. Et ça, c'est important, voilà, pour que effectivement, il y ait un raisonnement au travers du travail du sol qui soit moins intensif en fait et moins agressif pour le sol, pour justement maintenir cette vie microbienne et que qu'elle participe après, je dirais, au bon fonctionnement du sol. Et donc, du coup, au système plante-sol. Et sera déjà nettement, enfin en tout cas, ça permettra à ce système-là d'être plus résilient et plus robuste en tout cas. Voilà, donc ça, c'est un point très important. Avant de penser même à plein d'autres choses, c'est aussi comment fonctionne son sol, où est-ce qu'il en est, et qu'est-ce que je peux faire en tant qu'agriculteur pour améliorer cette dimension-là, et après, ben, de rajouter effectivement toutes les dimensions végétales et autres. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, quoi. Donc oui, la réduction du travail du sol, je pense qu'on va vers ça, de toute façon, hein. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour de l'agriculture de conservation. Voilà, mais c'est pas, voilà, c'est qu'il y a aussi d'autres chantiers en complément de cet élément-là, travail du sol, qui sont importants à prendre en compte. Mais voilà, donc je reste et j'insiste sur cette approche globale, mais l'approche sol est vraiment essentielle aujourd'hui. Ouais. Mm. On On nourrit est pas les aussi plantes, on nourrit le aligné. sol. Pardon, Tu avais C'est une clair. Jean-Baptiste? question sur comment? J'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit, nous, on nourrit pas les plantes, on nourrit le sol. Ouais, c'est Les ça, plantes, elles n'ont pas besoin de nous pour grandir. Il y a la photosynthèse qui existe globalement. c'est Enfin, ça. c'est pas le seul élément pour faire grandir une plante, mais la photosynthèse, elle ne coûte rien. Et du coup, Ah, je rebondissais sur une question, mais existe-t-il d'autres façons de fertiliser les sols sans apport de l'élevage? Euh, oui, en bah fait, oui, si on se base sur cette productivité possible du sol, qui est au-delà de juste une productivité énergétique, parce que, enfin, dans le sens où on n'a pas besoin d'apporter. La forêt, elle arrive à produire énormément sans qu'on apporte rien. Je ne dis pas qu'il faut manger des arbres et de la forêt, mais juste que du coup, la nature, elle est capable, et le sol est capable de produire énormément euh,
sans qu'on apporte forcément quelque chose de l'extérieur. Ça passe par effectivement la santé des sols, etc. Et que le sol soit couvert. Et qu'en fait, on va maximiser la production de biomasse dans un champ avec des couverts semés soit avant la récolte, soit juste après, des successions de cultures. On a moissonné du courge la semaine dernière. Le lendemain soir, il y a du sarrasin qui était semé. Donc le sol, il sera toujours couvert, il sera toujours en train de produire. Même on va faire deux récoltes sur le même champ. Mais là, on va exporter beaucoup puisqu'le sarrasin, on va le récolter aussi. Mais ça pourrait être un couvert qui reste jusqu'au semis du blé. On va le faire après notre colza, on va semer trèfle incarnat avant de semer du blé dur. Le trèfle incarnat, on va le laisser dans le champ. Et du coup, en fait, on va maximiser la production de biomasse sans apport extérieur. Mm. C'est ce qu'on voit des fois dans certains systèmes bio, sans élevage, c'est qu'effectivement, il y a une présence forte de légumineuses et qui sont entièrement restituées au sol, en fait. Ça, on voit qu'il y a des nouvelles stratégies qui se mettent en place un peu comme ça, voilà, qui permettraient d'eux. Mais comme on l'a dit hein, tout à l'heure, hein, c'est que l'animal reste un vecteur de flux. Donc en fait, voilà, si on intègre en fait des légumineuses dans son système et qu'on les prend en compte et autres, ben, alors je dirais pas, je dis pas qu'on va pouvoir couvrir l'ensemble des besoins en azote, hein, loin de là. Mais en tout cas, ça participe effectivement soit déjà à réduire des doses, soit en tout cas à trouver un cercle vertueux, je dirais, entre voilà, fourniture et apport. Mais comme on l'a dit, au travers du sol, souvent, on voit des quantités d'azote minéral du sol euh, en, en forte quantité dans le sol, mais qui sont bloquées par un mauvais fonctionnement du sol. Voilà. Et déjà, si on arrive à débloquer ça au niveau du sol, ben, on a une fourniture voilà, du sol en azote qui pourrait être voilà, loin d'être négligeable, en fait. Mm, très clair. Pour, euh, pour répondre à une autre question qui a été posée dans le chat, peut-être que c'est plutôt une question macro, donc je l'adressais plutôt à toi, Maxime, mais n'importe qui peut y répondre. Claire demandait quelle réponse faire à l'allégation selon laquelle on ne peut pas nourrir tout le monde avec l'agroécologie. Bah, ça, en fait, voilà, bon, je pense qu'il y a une réponse dans notre scénario after par rapport à ça. Mais voilà, en fait, si euh, donc je vais jouer un peu sur le changement climatique. Voilà, si on prend en considération le changement climatique, on voit que de toute façon, voilà, on a ce qu'on appelle l'humidex, c'est-à-dire un indicateur agro-climatique entre l'humidité et la température. Et voilà. Et pour les animaux, par exemple, on a besoin d'un certain confort. Voilà. Et quand on a des températures qui sont au-dessus de 25 degrés ou au-dessus de 32 degrés et que le nombre de jours avec des températures comme ça augmente, comme ça a été le cas en 2022 ou autre, on voit bien que l'animal est impacté. Donc, forcément, et comme je vous l'ai dit, il y a certaines stratégies où on montre que ben, on réduit le cheptel pour s'adapter justement à ces conditions climatiques et à la ressource alimentaire en face de son système. Mais en fait, ce qui est, euh, je dirais que du coup, j'ai perdu mon fil, mais si j'intègre ça dans un cadre de changement climatique, on voit bien en fait que on, ah, comment je pourrais dire ça? J'ai perdu le fil. Ah, Jean-Baptiste, aide-moi. Oui, oui. Oui, moi, pour ces questions, moi, j'ai envie de parler de gaspillage. On gaspille 30% de ce qu'on produit. Donc, en gaspillant moins, on pourra nourrir avec l'agroécologie. On utilise 70% de notre surface, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, pour nourrir les animaux, enfin, C'est ça. pour Merci. l'élevage. Diminuons la part de céréales et de surface en herbe où on pourrait mettre des céréales qu'on donne aux animaux et on nourrira plus de monde. Euh, Voilà. Merci j'ai- Jean-Baptiste. C'était exactement la réponse que je voulais apporter. Et, Parfait, et merci. enfin, j'ai un troisième élément, c'est avec le dérèglement climatique, on va être obligé de faire de l'agroécologie pour continuer à nourrir le monde. Aujourd'hui, l'augmentation des rendements en céréales en conventionnel n'arrive plus à augmenter ou pour 1 kilo d'augmentation, il faut toujours plus d'énergie grise de cerveaux qui vont trouver des solutions pour. Donc, en fait, on arrive à un moment où on n'aura pas le choix pour produire, pour nous nourrir et pour continuer à nourrir, il faudra passer par l'agroécologie. Enfin, bon, Alors, ça, c'est là où, effectivement, c'est assez. Je me fais souvent taper sur les doigts quand je dis ça, hein, mais en fait, c'est souvent lié aux objectifs de rendement.
En fait, ce que dit Jean-Baptiste, c'est vraiment très pertinent dans le sens où souvent pour les derniers quintaux ou les derniers tonnes de matière sèche ou autre, ben, c'est souvent une grande quantité d'intrants pour finalement pas grand-chose en fait, ou juste un peu plus. Et voilà. Et ça, si on sort de cette logique-là aussi, et qu'effectivement, hein, il y a une certaine diversité, il y a aussi une valorisation économique hein, des produits et autres, et de la production et du travail des agriculteurs au sens large, effectivement, ben, on pourrait sortir de ces logiques-là. On aurait du coup beaucoup moins de pression en fait déjà sur le système, mais sur l'environnement en tant que tel, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Mais voilà, mais ça, donc du coup, je me permets de revenir sur la question initiale. Donc ça, je pense que c'est un point très important quand on sait que 70% donc de la SAU est consacré à l'élevage et à l'alimentation de l'élevage. Réduisons un peu cette part. L'INRA travaille à ça, hein, elle l'a très bien montré de manière schématique. Voilà, donc vous prenez un grand rectangle et vous avez déjà 2 tiers du rectangle qui est pour l'élevage et une partie de la consommation humaine qui est très très petite en fait. Donc si on libère une partie de cette surface agricole utile, mais on n'aura aucun problème à produire, même voire avec des diminutions de rendement, quoi. Hmm, C'est clair. tout à fait. Ouais, Après, tout à voilà, soulève toujours les questions, je dirais, industrielles et autres, d'import-export, en fait. Voilà, il y a aussi des jeux économiques hein, par rapport à ça. Donc, c'est ça aussi où, voilà. Donc, c'est d'autres questions, ça, et d'autres problématiques, je dirais. Bah, d'ailleurs, il y avait une question de Claire à ce sujet un peu plus tôt dans le webinaire. Elle demandait quelle est la part des importations de produits d'élevage par rapport à la part qu'on produit aujourd'hui sur la ferme France, enfin par rapport, j'imagine, à la consommation intérieure. Est-ce que vous connaissez la réponse à cette question? Euh, je peux le retrouver, oui. Alors, on va prendre une autre question en attendant, si jamais Ah, tu retrouves cet élément-là. Euh, il y a, du coup, il y a Fabrice qui réagissait à la question du gaspillage, qui demandait, que pensez-vous de mieux valoriser les ingrédients d'origine animale en cosmétique, par exemple, avec l'exemple du suif de bœuf pour faire des savons à la place de l'huile de coco. Globalement, j'imagine que c'est l'idée de pouvoir utiliser l'éco-produit, etc., dans d'autres modes de valorisation. Je ne sais pas si, par exemple, Jean-Baptiste, ça, c'est quelque chose que vous envisagez ou pas. Ouais, Est-ce que c'est nous, une solution? clairement, nous, non, on n'a pas besoin des vaches et de la graisse de vache pour faire des cosmétiques. Les huiles végétales suffisent très bien et donc on n'a pas envie de, de se servir de ça pour, comment dire, ça me perd des mots, euh, euh, pour argumenter notre présence d'élevage dans notre ferme, quoi. Mm, La graisse végétale est bien moins énergivore à produire, donc bah non, pour nous, on peut remplacer l'huile de coco par des huiles produites en France. Pas besoin mm. non. Ouais. Et surtout, en fait, pour répondre un petit peu à la question, mais le gaspillage, en fait, il vient pas forcément des coproduits qui seraient gaspillés sur les fermes, etc. Quand on prend la chaîne du gaspillage, elle se fait aussi en aval, dans l'industrie agroalimentaire, au niveau de la consommation, etc. Donc, il y a Dans la d'autres pistes maison, aussi de réduction du gaspillage. dans les maisons. Et puis, en termes de gaspillage, alors, c'est pas un vrai gaspillage, mais c'est un manque de productivité. Euh, pour avoir vu en cours des études macro qui expliquent, enfin, qui montrent que plus les fermes sont grandes, moins elles produisent. Peut-être Maxime connaît un peu plus ces études-là, mais que plus les fermes sont grandes, moins elles sont efficaces en termes de production. Parce qu'en fait, ben, on est moins alerte aux petits coins de parcelles qui poussent moins bien, au coin où on passe pas avec notre gros tracteur. Euh, et un maraîcher va plus prendre soin de son tout petit mètre carré parce qu'il aime petit tient plus le temps que nous avec des grosses fermes où en fait on a des côtés de champs qui poussent pas très bien, moins bien. On n'a pas le temps de s'occuper spécifiquement des 100 spécificités de nos coins de champ, de l'ombre de l'arbre, du rang mouillé, etc., quoi. Oui, ça paraît un peu alambiqué ce que je veux dire, mais effectivement, en fait, plus c'est grand et plus il faut aller vite aussi. Des fois, il y a des problèmes de main-d'œuvre, hein. C'est compliqué de gérer 600 ou 500 hectares tout seul et autres, mais c'est aussi le temps d'observation, en fait. Je sais que les gens qui sont partis, par exemple, dans la réduction du travail du sol ou autre, ben, en fait, ils ont gagné du temps, voilà, ils ont enlevé du temps de tracteur, donc ils ont du temps d'observation. Et effectivement, ils ont un autre regard sur les interactions et les synergies qu'on peut avoir entre ravageurs, auxiliaires et puis leur environnement. Et ça, effectivement, c'est un point essentiel de pouvoir effectivement observer, quoi. Ce qui On se voit pas les mêmes passe. choses depuis la cabine de tracteur que quand on a les pieds sur le sol, là, c'est clair. Exactement.
Et Juliette, j'ai retrouvé donc ce que je souhaitais, enfin par rapport aux importations, Mm. exportations. Alors ça a été ramené en fait en surface. Donc en fait, on importerait à peu près, d'un point de vue net, hein, à peu près 4 millions d'hectares autour d'oléa protéagineux. Par exemple, sur ces 4 millions d'hectares, c'est 18% de produits exotiques. Voilà, 12% de fruits et légumes euh, et 12% de fibres végétales et plantes à parfum. Tout ce qui est oléa protéagineux, c'est quand même l'essentiel avec 40%. En exportation nette, on est plutôt à 6 millions d'hectares avec des céréales, des produits laitiers, de la viande, des boissons alcoolisées et des cultures industrielles type pommes de terre, betteraves, quoi. Ok, merci. Je sais pas où tu as trouvé ces éléments, mais si jamais tu veux mettre le lien ou la source dans le chat, ça peut aussi servir à Claire. Oui, bah, c'est dans les scénarios after et Ok, qui ont été couplés en fait avec justement les importations et exportations. Donc en fait, vous pouvez trouver ça sur les sites de Solagro aussi. Il n'y a aucun souci, ok. mais je peux effectivement les mettre dans le chat. Ouais. Super. On arrive un peu à la fin. Il y avait une dernière question, je crois, à laquelle on n'a pas vraiment répondu. Et c'est vrai qu'on s'y est pas trop penché sur ça. Quelle réponse de Fève et de ses agricultures à la thématique du bien-être animal? On a vu même dans le premier sondage que le bien-être animal faisait partie quand même des choses qui pouvaient poser problème aux personnes, quoi, quand on parle de l'élevage. Ma réponse sera pas hyper précise sur Fève, mais en tout cas, ce à quoi vous pouvez vous référer, en fait, c'est la charte agroécologique sur laquelle nous, on demande aux agriculteurs qui s'installent de s'engager. D'ailleurs, je vais pouvoir vous remettre le lien si vous le voulez, qui mentionne justement le bien-être animal. Et même s'il n'y a pas en fait des directives précises sur chaque type d'élevage, chaque type de pratique, c'est une trajectoire qu'on suit derrière dans le cadre des audits agroécologiques qu'on va mettre en place sur les fermes chaque année. Et donc, on a aussi à cœur que ces pratiques-là soient vertueuses au même titre que le travail du sol, que on a parlé de la certification bio, etc. Mais du coup, peut-être pour avoir une réponse plus concrète, je ne sais pas si Jean-Baptiste, toi, tu voudrais répondre à cette question, quoi, ton rapport au bien-être animal en tant qu'agriculteur sur la ferme de Louarban. Bah, alors, enfin, moi, je verrai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas forcément rentrer en détail parce que c'est quand même un long sujet. Euh, Qu'est-ce que le bien-être animal? Parce qu'on sait, enfin, c'est difficile de se mettre à la place des animaux pour savoir leurs besoins. Bon, il y a plein de trucs qu'on sait, donc voilà, on le fait. Après, moi, je vais poser une question, du coup, peut-être un peu piquante, mais j'aime bien parce que ça permet d'ouvrir des réflexions. Euh, on pourra faire tout ce qu'on veut pour que l'animal vive, enfin, qu'on s'occupe des animaux, qu'on les élève en ayant en tête le bien-être animal. À la fin, on les tue. Et du coup, bon, on peut se poser la question de le bien-être animal, il va jusqu'où? Il va jusque là où notre intérêt. Voilà, donc c'est important, mais c'est pas un objectif, une fin en soi et qui détermine une réussite quelque part et un critère où on a validé quelque chose, quoi. Je pense faut pas se voiler la face qu'il y a quand même cette question-là qui se pose et qu'il faut pas oublier si on veut parler de bien-être animal, en tout cas. Mm. Bah, un des exemples du coup mentionnés par Lénie qui avait posé la question, c'est par exemple, est-ce que le rallongement de la durée de vie avant abattage est vraiment un critère de bien-être animal ou pas? Du coup, par rapport à ta réponse, c'est vrai on peut se demander à quoi bon, mais je suis pas sûre que tout le monde ait cette vision-là aussi du rapport aux animaux, et même selon les éleveurs et les éleveuses, le rapport à la mort aussi des animaux sur l'exploitation n'est pas du tout le même. Et je pense qu'on parlait juste avant du temps d'observation, il vaut pour son sol, mais il vaut aussi pour ses animaux. Et que ce rapport justement d'observation de l'éleveur, de l'éleveuse, peut en fait être le facteur facilitant d'un bien-être animal sur l'exploitation. Mm. Ouais, je Et je après, sur prendrais les éleveurs, pardon, vas-y, Maxime. Non, non, je voulais juste, en même temps, ça me permettrait de te poser une question, parce que vous êtes sur un élevage viande, mais alors, je ne sais pas si vous faites de l'engraissement ou pas, mais voilà, par exemple, on voit des systèmes aujourd'hui qui sont quand même beaucoup à la pâture, hein, voire 100% pâture, et qui vont jusqu'à l'engraissement à l'herbe, en fait. Mm. Sauf qu'effectivement, ça prend beaucoup plus de temps, et il y a des vraies gestions de trésorerie à avoir et autres, et le système économique permet pas vraiment ça, en fait. Donc effectivement, alors je ne sais pas si Jean-Baptiste, jusqu'où tu vas, voilà, mais je sais qu'aujourd'hui, on peut engraisser des animaux, même à l'herbe, ça prend vraiment du temps, et voilà, et c'est pas forcément très valorisé aujourd'hui. Bah, nous, aujourd'hui, alors, l'année dernière, c'était la première installation, on a essayé un petit peu tous les systèmes. Cette année, on ne vendra plus aucun broutard. Pour cette raison,
c'est qu'en fait, nous, on dit, ouais, on nourrit nos animaux à l'herbe, on ne donne pas de céréales, puis après, on les envoie en Italie, pas valoriseur bio pour se nourrir en céréales en castration. Donc, cette année, on fait le choix. Alors, en termes de rémunération, ça se joue à 50, 100 euros, ça va se jouer à 50, 100 euros par bête en fonction des animaux, en fonction des années, pardon. Mais on va tout vendre en veaux de boucherie, donc moins de 8 mois, veaux de boucherie, qui vont servir qui vont être distribués en restauration collective, notamment dans le bassin bordelais. Et donc, on va quelque part aller sur ce point-là, quoi. Mm. Mm. Et du coup, on est justement sur la ligne un peu compliquée entre à quel point l'extension justement de la vie des animaux peut être une augmentation ou pas de bien-être animal. Dans ce que tu mentionnes, en fait, ça ne l'est pas. Si on étend la vie des animaux, il faut aussi être capable, voilà, d'avoir les mêmes conditions de bien-être ou d'élevage, bah, comme tu disais, l'engraissement à l'herbe, ce qui n'est pas forcément possible sur toutes les fermes non plus, quoi. Et puis pour le C'est clair. rapport à la mort, les éleveurs, le rapport à la mort, moi j'aimerais te poser la question, et je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, mais pareil, ça peut être piquant. Combien d'éleveurs seraient capables d'abattre leurs animaux par rapport à leur rapport à la mort? Combien d'éleveurs sont capables d'amener leurs animaux rien que dans les couloirs de l'abattoir? Euh, Nous, on a un voisin qui ne veut pas le faire parce que enfin, c'est trop dur pour lui. Moi, quand je les amène, effectivement, c'est impactant. Donc voilà, il y a le rapport à la mort et à bien-être animal, il est pas, c'est pas cloisonné, quoi, hein. Enfin voilà, C'est je clair, pense hein. que Moi, c'est j'ai vu un. des éleveurs pleurer, hein, voir quand leurs animaux partent, ils pleurent, hein. Oui. Mais ça, voilà. Mm. Ah, c'est sûr, c'est des questions qui sont complexes. J'aimerais bien qu'on ait plus le temps d'en parler parce que terminer sur cette discussion, je pense que Non, au moins ça ouvre des questions, quoi. Mais mais Juliette, tu peux me permettre, s'il y avait une question qui était ouais, intéressante par rapport je dirais, à la robotisation au Oui. sein des fermes oui. et le rapport à cette robotisation dans l'agroécologie. Et c'est assez drôle puisque on a, par exemple, sur Osae, mis une ferme en caprin-lait avec longue lactation et autres. Et ils ont un robot, en fait, pour distribuer de l'alimentation. Et effectivement, quand on a posté ça, on a eu de très mauvais retours en disant, ah, mais c'est comme ça que vous voyez l'agroécologie, ainsi de suite et autres. Sauf que bon, voilà, les générations ont évolué. Le temps de travail aussi dans une ferme est quand même très conséquent. Donc, quand on peut peut-être aussi se faciliter un peu la vie, voilà, même si ça reste une dépendance, je dirais, énergétique et autres, mais on voit aussi quand même qu'il y a de bonnes intégrations robotiques pour justement pallier en fait à des quantités de travail vraiment des fois monstrueuses, quoi. Voilà. Donc, mais ça Alors dépend les pour moi, systèmes toujours. le numérique et le robotique, c'est pas de l'agroécologie au sens que nous, on défend la forme de l'Arban. On n'a pas forcément le temps d'en discuter là, mais Non, on défend l'agroécologie basée sur l'observation de la nature et la nature, pas celle basée sur les technologies. non, non, mais je suis Celle basée d'accord, sur les hein. techniques, mais pas basée sur les technologies, celle basée sur les low-tech et pas celle basée sur la Oui. hard-tech, quoi. Enfin, voilà, on ça, c'est Oui, d'autres oui, sujets, mais complètement, voilà un ouais. petit peu notre vision Non, 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 mais ça, je suis comme d'accord. Arban. Mais voilà, là, je prenais un exemple très, très précis. Mais effectivement, c'est sûr qu'il vaut mieux rester quand même sur le vivant avant de. Voilà, c'est clair. D'ailleurs, on parle du CH4, hein, mais on ne parle pas, par exemple, des data centers et autres, et celui de Google qui est en train d'exploser. Donc voilà, et c'est toujours là aussi un rapport. Voilà, à nos besoins, à ce qu'on souhaite, à comment voilà. Donc c'est là où on cible les choses en fait, hein. Mm. C'est clair. Bah, je trouve que ces mots de la fin sont pas mal pour laisser des portes ouvertes à la réflexion, que ce soit à des éleveurs, à des agriculteurs, à des consommateurs, à tous les gens qui ont pu nous regarder aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'arrête là parce que le timing est ce qu'il est. Mais je vous remercie déjà tous les deux, enfin pour les interventions. C'était vraiment intéressant et assez complémentaire, je trouve, les approches que vous apportiez chacun. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont écouté attentivement ou pas, posé des questions dans le chat. C'est ce qui a permis aussi de nourrir les échanges. Donc, c'était très intéressant. On va du coup publier le replay de ce webinaire-là sur notre plateforme et sur YouTube, je pense, pour qu'il reste accessible au plus. Et puis, on vous le partagera aussi pour qu'il puisse être diffusé plus largement. J'espère que vous avez tous et toutes apprécié cette discussion et qu'on vous verra peut-être à d'autres de nos webinaires par la suite. Vous pouvez, par exemple, vous inscrire à notre newsletter comme proposé par Agathe dans le chat pour être tenu au courant si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci encore Maxime et Jean-Baptiste et à bientôt. Ok. Super. Merci à tous. Merci, au Au revoir, bon revoir. après-midi. Au revoir.
Il y a des personnes qui demandent vos contacts dans le chat. Alors, je sais Sans pas, libre à problème. vous si vous voulez les écrire ou Sur pas. Google. Ouais, bien sûr. Sur Google, malheureusement. Alors, je prends le temps Mon numéro d'écrire est le sur mien. Google. Pas vouloir vraiment. Ok, super. On met pas à la fin de la réunion le temps que vous arriviez à répondre à cette question. Et il a plus haut, Jean-Baptiste a partagé aussi le Instagram de la ferme, donc j'imagine que s'il y en a qui passent par ces contacts-là, ils peuvent aussi, quoi. Super. Ben merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.